Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine littéraire Entre les lignes. Nous recevons ce soir M. Boris Ansem Takwe qui signe L'amour dans la tête. Bonsoir M. Takwe. Bonsoir Eva. Merci d'être présent sur ce plateau. L'œuvre dont nous allons parler ce soir, c'est L'amour dans la tête. Tout à fait. C'est un recueil de 12 nouvelles qui traitent de sujets divers. On va commencer avec la première nouvelle, bien évidemment, Sauvée par Dieu. C'est l'histoire d'une jeune fille, Lydie Loulou, qui, à la suite donc, du décès de son père, décide de changer de vie et de se rendre à la capitale pour exercer une activité. Effectivement, Lydie, comme vous l'avez dit, décide d'aller à l'aventure pour découvrir d'autres cieux. Et elle est confrontée à ce problème de rituel qui va la bouleverser. Et donc, le conseil que cette histoire laisse, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, parce que quand Lydie est arrivée dans cette famille nantie, elle ne partait plus à l'église. Et l'homme est ainsi, il demande à être riche, et lorsqu'il acquiert la richesse, il ne va plus à l'église. Et donc, c'était sa punition. Dieu lui a dit qu'il l'aime, il lui a donné une nouvelle chance, et elle a confessé, et puis voilà, elle a été sauvée par Dieu. Donc l'histoire, c'est celle de Lydie, bien évidemment, qui vit avec sa grand-mère, qu'elle aide sur les marchés à vendre des produits différents qui ne sont d'ailleurs pas spécifiés dans l'œuvre. Mais donc elle vend des produits vivriers avec sa grand-mère. Et puis un matin, elle décide de partir. Mais avant d'en parler, il y a ce paragraphe avec ce monsieur qui lui fait la cour, ce Eugène Pémon, qui est professeur dans un lycée. Elle n'en veut pas. Vous avez mis cette parenthèse dans l'œuvre. Quel est l'apport? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? Non, elle ne voulait pas aller avec le professeur en question parce qu'elle a une idée des professeurs en général, qu'il court après toutes les filles du second cycle, et elle ne voulait pas faire partie de ces filles-là. Donc elle a décidé promptement de ne pas aller avec lui. C'était sa décision, c'est sa décision. Donc c'est son point de vue. Elle finit par venir à Abidjan avec la bénédiction de sa grand-mère. Tout à fait. Elle retrouve une amie qui est déjà sur place et qui lui trouve un travail de domestique, on dira, de bonne à tout faire, dans un riche ménage. Et elle est très surprise parce que déjà ses patrons, ses employeurs, on dira, sont très bienveillants à son égard. Ils lui donnent beaucoup d'argent sans rien demander en retour, bien évidemment qu'elle fasse son travail, mais pas plus. Donc elle est très heureuse et c'est à ce moment-là qu'elle perd donc sa vie spirituelle de vue. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle a été lavée des yeux avec l'argent de la famille. Et elle est surprise par la suite de voir que c'était juste pour la tuer, la sacrifier. Alors comment justement elle comprend que elle est finalement, elle sera victime d'un rituel? Mais elle a plusieurs fois vu des signes qui montraient qu'elle était vraiment le colis humain encombrant de la famille. Donc il fallait rapidement la tuer. Et l'Esprit Saint, un ange de Dieu est venu lui parler la nuit où on devait la tuer. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es sauvé. Par contre, il faut revoir ta vie parce que moi, j'aime les hommes que j'ai créés. C'est pourquoi j'ai réfléchi beaucoup avant de réagir. Et quand il a fini de parler, il est reparti. Automatiquement, il s'est senti libéré. Et effectivement, cette nuit, on devrait la tuer, on devrait la sacrifier pour le rituel de la famille. Bon, ok, que l'ange de Dieu lui apparaît, c'est la rédemption, etc. Elle va à
à la police le lendemain pour porter plainte et vous dites elle porte plainte avec preuve à l'appui. Oui. Quelles étaient ces preuves? Les preuves, c'est de dénoncer dans toute la caricature comment et pourquoi, puisque c'est maintenant... Oui, mais il n'y a pas de preuve. L'ange de Dieu ne va pas témoigner en sa faveur. Donc ce sont ces accusations. Elle dit, quand vous dites elle témoigne avec preuve à l'appui, vous dites, page 28, elle alla sans tarder dénoncer cette famille dans un commissariat avec toutes les preuves. Oui, toutes les preuves, c'est dit qu'elle qui fut la victime dit à la police que j'ai vu, par exemple, le sang dans la maison, le sang s'étalait de la maison et après ça disparaissait. Oui, mais donc en droit, ça ne s'appelle pas une preuve en fait. C'est pas une preuve parce qu'elle porte une accusation, elle dit j'ai vu du sang qui a disparu le lendemain, j'étais mal à l'aise, l'ange de Dieu m'a apparu, mais devant un tribunal... on lui donnait des repas empoisonnés. C'est dit dans l'œuvre, on lui donnait des repas empoisonnés. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir quelles sont ces preuves-là qu'elle a... On lui donnait des repas empoisonnés qu'elle se refusait de manger. Parce que ces repas-là qu'elle a présentés... Oui, elle allait mourir. Et donc c'est tout ça qui servait de preuve. Elle est partie à l'église avec son amie et puis elles ont chanté « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tout à fait. Page 28. Donc pour tirer la morale de cette histoire, c'est que finalement, quoi qu'on traverse, que ce soit de bonnes épreuves, que ce soit des épreuves difficiles ou des bénédictions, il ne faut pas perdre de vue sa vie spirituelle. Pas du tout. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Pas du tout. Très bien. Seconde nouvelle, les déboires d'une mauvaise fréquentation. C'est l'histoire d'Hervé Soulé. Hervé Soulé, c'est un jeune qui aime se débrouiller. Malheureusement, il est issu d'une famille modeste. Il n'a pas pu poursuivre ses études. Il retrouve par la suite ses amis d'enfance, ses amis avec qui il a fait le primaire, qui eux par contre ont connu une autre vie aisée. Donc déjà, Hervé Soulé, il en veut à son père comme toute la fratrie parce qu'ils estiment que leur père... il a bafoué l'héritage. Voilà, le père n'a pas été suffisamment conséquent et qu'il n'a pas pris soin de leur avenir. Oui. Donc les paroles à l'encontre du père sont assez dures, il lui reproche ça vivement. Oui. Ensuite, Hervé Soulé fait preuve de violence également à l'encontre du nouveau petit ami de son ex qu'il rencontre et à qui il défonce la mâchoire, je crois. En tout cas, il est question de sang. Oui. Et je reviens sur tout ça en fait pour établir la psychologie du héros, donc de Hervé Soulé. Il rencontre ses amis dont vous parlez qui apparemment ont plutôt bien réussi leur vie, qui vivent plutôt bien, qui fréquentent des endroits cossus et chics, etc. Et ils décident de l'intégrer à leur groupe parce qu'il manque, selon eux, une troisième personne. Tout à fait. Et le jour où ils doivent rencontrer le boss, le patron, ils se rencontrent dans un restaurant. Hervé Soulé part aux toilettes et la police arrive. Tout de suite, on arrête les deux amis, mais pas lui. Et l'ami en question, un des amis, le dénonce. C'est bien ça? Tout à fait. Hervé Soulé, dans l'histoire, comment faut-il le percevoir? Je pose la question parce qu'on pourrait le prendre pour la victime innocente d'un mauvais coup de chance. Oui. Mais quand vous établissez qu'il est déjà très insolent, voire impoli, irrespectueux envers son père, qu'il est également violent, on se dit, finalement, ce n'est pas l'agneau qu'on pourrait croire. C'est une victime innocente parce qu'il ne savait rien du tout. Il ne savait pas où ses deux amis avaient les pieds. Donc il les suivait parce qu'il voulait lui aussi changer de vie, changer de situation de vie pour être heureux comme eux. Et voilà que il est tombé dans un mauvais parfum. Et puis, ils sont pris tous les trois et on les embarque au poste de police. Morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est de savoir où mettre les pieds. Savoir où mettre les pieds parce que la jeunesse aujourd'hui est en train de se perdre. Et ça, c'est très dangereux. Vous avez des amis brouteurs, vous savez qu'ils sont brouteurs et vous les suivez. Mais à la longue, ils vont vous entraîner à faire ce qu'ils font. Donc, il faut garder le moral, savoir où mettre les pieds et savoir qui fréquenter. C'est surtout ça, savoir qui fréquenter pour éviter certaines plaies de la société. Voilà. Très bien. La prophétie, c'est la troisième nouvelle. Il est question du pasteur Emeka, c'est plutôt un prêche, un sermon de ce pasteur-là, qui fait quasiment la totalité de la nouvelle. Tout à fait, et c'est fait exprès, c'est à dessein pour interpeller les fidèles et puis l'audimat du changement du temps, du changement de l'ère. Parce que nous sommes au XXIe siècle qui a commencé depuis le 1er janvier 2000 et qui prendra fin à l'an 3001. Les chrétiens doivent persévérer dans la foi, doivent persévérer dans la prière. Et donc c'est ce que dit le prophète Emeka à ses fidèles et puis au peuple de Dieu. Donc il parle notamment d'ingratitude. Oui.
Il parle également de manque de respect, il parle d'homosexualité, de terrorisme. Il dénonce tout ce qui est régenté par le monde, l'ingratitude, l'homosexualité et tout ça. Donc c'est ce qu'il dénonce, c'est ce que ses fidèles doivent éviter de faire. La fin de l'histoire est complètement inattendue, en tout cas pour moi, parce que après ce sermon donc riche en enseignements, on apprend 2 semaines après que le pasteur Emeka a été assassiné. Oui, a été assassiné. On n'a pas connu ceux qui l'ont assassiné, mais c'est ainsi. Et tous ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles ne sont jamais bien accueillis. Ce fut le cas de Socrate dans la région d'Athènes, qui a été lui aussi empoisonné. On lui a fait boire la ciguë. Ce fut le cas aussi du Sauveur, le Messie Jésus, qui, porteur de bons messages, a été lui aussi crucifié sur la croix. Donc c'est ainsi, tous ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles ne sont jamais bien accueillis. Et puis ils servent les autres, ils sont servis de sacrifices pour sauver les autres. Nouvelle numéro 5, la mémoire dans la peau. Bon, cette histoire-là, je l'ai trouvée particulièrement triste. Donc l'histoire de jeunes orphelins de mère. Oui, oui, c'est vraiment triste de perdre des êtres chers en si peu de temps. Comme il le dit le personnage principal de l'œuvre. Et donc lui, ça reste la mémoire de la peau, un souvenir qu'il ne peut oublier. Et à tout moment, il ne fait que penser parce que ça le cœur. Voilà. Donc c'est l'histoire de jeunes enfants qui perdent leur maman. Bon, on comprend aisément qu'ils soient fort choqués, traumatisés par cette nouvelle. Ils vivent avec leur père qui s'occupe d'eux aussi bien qu'il le peut, mais bien évidemment, rien ne remplace une maman. Donc la mère de cette maman défunte, donc la grand-mère des enfants, vient à la maison, donc en ville, pour s'occuper de ses enfants. Tout à fait. Il retrouve le sourire, il retrouve la joie de vivre, tout se passe super bien. L'ambiance familiale. L'ambiance familiale est au top. On essaie tant bien que mal d'oublier donc le décès de cette maman. Et puis 2 mois après ce décès, la grand-mère également décède des suites d'un hockey. Oui, c'est triste et c'est aussi le destin. En même temps triste, mais c'est le destin. Elle devait mourir de la sorte et les enfants n'ont pas supporté la mort, non seulement de leur maman, mais aussi de leur grand-mère. Et donc, ils reviennent à zéro avec leur papa du côté de Yopougon. Et c'est vraiment triste, c'est la vie. Au lycée. Oui. Danon Cyril. Danon Cyril, ce personnage, c'est un personnage que j'ai fabriqué pour donner des leçons de la vie à ses amis, élèves comme lui. Parce que les élèves ne lisent pas, ils ne s'intéressent pas à la lecture, ils ne s'intéressent pas à la culture, ils ne veulent pas bouquiner, ils sont versés dans les vices. Et ce personnage, il vient par contre faire changer les mentalités. Il est carrément à l'opposé de ce stéréotype. Voilà, il fait prendre conscience, il fait découvrir autre cieux à ses amis qui, après, vont l'apprécier, vont l'aimer. Parce que vous savez, à l'école, quand vous êtes brillant, automatiquement, vous êtes ciblé et vous faites des ennemis. Alors qu'il n'était pour rien, il voulait juste faire prendre conscience pour avoir le bac ensemble. Donc, ce fut le cas, c'est arrivé. Dieu merci, pour lui, c'est arrivé. Et puis, il était aimé par son professeur de français, Madame Betty Elisabeth. Alors, moi, j'ai bien aimé cette histoire parce que vous faites ressortir un aspect très important et vous venez d'en parler. C'est que, généralement, dans les écoles, les élèves brillants, vous l'avez dit, sont catalogués d'élèves ennuyeux, d'être justement un peu trop en train d'étudier, etc. Ils se sentent en général à l'écart. Ce fut mon cas, mais ce n'est pas mon histoire que je raconte ici. Donc, je me suis fait des ennemis à cause de... Parce qu'on estime que vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas tendance, vous ne buvez pas avec les amis, vous ne fumez peut-être pas avec les amis, vous ne participez pas à leur partie de plaisir, etc. Donc, on a tendance à vous voir à voir l'élève en question comme un extraterrestre et il peut se sentir mal à l'aise et isolé justement par cette situation. Oui, j'ai vécu ça depuis mes années de lycée. J'ai vécu ça et je sais de quoi je parle, mais après, ceux qui m'en voulaient, on finit par comprendre qu'il fallait ça pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, nous sommes de très grands amis. Très bien. Passons donc à l'histoire, à la nouvelle 8, qui donne son nom d'ailleurs à l'œuvre, L'amour dans la tête. Tout à fait.
Donc c'est un prêtre qui explique d'où lui vient sa vocation et pourquoi est-ce qu'il a décidé donc de donner sa vie au Seigneur. L'amour de la tête, c'est le sentiment amour est la hantise du personnage principal qui est le prêtre qui raconte sa vie antérieure. Donc, il dit pourquoi et comment il est devenu prêtre de l'Église catholique. Et vous le constatez, il a connu une déception amoureuse terrible. Son premier amour l'a quitté. Il n'a pas pu digérer ça et il a commencé à mettre les pieds dans les vices, se donner à l'alcool, se prostituer, comme il le dit dans l'œuvre, tout ça. Et puis finalement, il ne va plus à l'école. Après, il reprend... Alors qu'il vient d'une famille plutôt aisée. Oui, mais à la suite, il perd son père. Il perd son père, c'est le chaos. Il reprend le moral grâce à la prière et au soutien des prêtres de l'Église catholique, où il est servant de messe, parce qu'il était servant de messe. Voilà. Et donc, ces prêtres vont l'encourager à aller s'inscrire au séminaire après que l'Esprit Saint lui dit « Tu n'es pas fait pour le monde, mais pour mon monde, c'est-à-dire pour me servir. » Donc, vous voyez la différence entre le M minuscule et le M majuscule. La nouvelle 18 qui a son résumé donc, au dos de l'œuvre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui sort avec un dénommé Idriss. Oui, bien évidemment. Idriss, c'est son amour, c'est son chéri qui prend soin d'elle, tout ça. Mais un jour, elle tombe enceinte, une grossesse qu'elle n'a pas souhaitée. Ça l'encombre. Ça l'encombre, donc elle pose la problématique de savoir si elle doit garder la grossesse ou elle doit l'enlever. Voilà. Donc elle demande l'avis à... la question, elle se pose la question parce que, bon, déjà, vous dites page 124, parce qu'on ne comprend pas bien la situation de ce couple. Page 124, vous dites, Idriss travaille dans une société de coton, 6 au port autonome. Il avait fini ses études et était désormais à la recherche d'un travail. Tout à fait. Donc, il travaille ou il ne travaille pas? Il travaille. Mais donc, pourquoi vous dites qu'il avait fini ses études et était désormais à la recherche d'un travail? Non, à la recherche d'un travail, parce que le travail qu'il exerce n'était pas le travail qu'il avait souhaité faire. C'est un travail, comme on le dit, en attendant. Donc en attendant... Il faut le préciser dans l'œuvre, parce que je n'ai pas compris du tout la phrase. Quand vous dites, il travaille dans une société, mais il cherche un travail. Donc il faut peut-être préciser que le travail qu'il fait ne le satisfait pas pleinement, et donc il cherche quelque chose de mieux. Donc c'est là qu'il y a eu ma confusion, parce que je me suis dit peut-être qu'il manquait de moyens pour s'occuper de sa copine. C'est pour ça qu'elle voulait avorter. Et après, on comprend bien qu'il travaille, il est dévoué, il est très brave. Son patron l'envoie même en France pour une formation. Donc, c'est pas très clair à ce niveau-là. Bon, donc, finalement, il travaille, il a plutôt une bonne situation, il est plutôt bien. Elle poursuit ses études, elle est enceinte, et c'est par rapport à ses études qu'elle se pose la question de savoir si elle doit garder l'enfant. Ses études de sa famille, parce que son papa n'est pas pour la grossesse. Il a souhaité qu'elle finisse ses études d'abord avant de prendre une grossesse. Donc ça crée ce tollé dans la famille. Voilà. Donc elle demande au lecteur, elle demande l'avis au lecteur de savoir si elle doit garder la grossesse ou elle doit l'enlever. Très bien. Donc on a fait le tour, hein, pas de toutes les histoires, mais de quelques-unes que vous pourrez retrouver dans cette œuvre, L'amour dans la tête. Oui. Avant de se séparer, je vais vous apporter mes petites critiques, hein, parce que j'ai lu l'œuvre bien évidemment, et vous me demandiez si elle m'avait plu. Les histoires sont assez simples, elles sont simples à comprendre, l'écriture est plutôt simpliste également, mais le reproche que je vous ferai, c'est que le texte a tendance à être écrit en français familier. Même pas en français courant, en français familier, ce qui est un peu dérangeant personnellement pour moi. Par exemple, vous dites page 21, il demanda la route. Donc ça, c'est vraiment dans le langage familier ivoirien que quand on veut partir, on demande la route. Donc cette œuvre, j'estime qu'elle n'est pas destinée à être uniquement lue en Côte d'Ivoire. Donc si vous la mettez entre les mains d'un Français ou même d'un Camerounais ou d'un Béninois, je ne suis pas sûr qu'il sache ce que demander la route veut dire. Il pourrait penser que c'est demander son chemin, par exemple, parce que c'est vraiment très ivoirien comme expression. Vous dites également, page 38, un excès de moyenne pour parler d'un élève. Je n'ai pas bien compris, un excès de moyenne. Est-ce qu'on peut avoir trop de moyenne? Oui, on peut avoir trop de moyenne. C'est-à-dire? Avoir des excès de moyenne, c'est dépasser 21 sur 20, est-ce que c'est possible? Non, excès de moyenne, c'est bon, peut-être pour exagérer, mais avoir une grande moyenne. Oui, mais comme on dit, abondance de bien ne nuit pas, donc on ne peut pas avoir un excès de moyenne. On n'a jamais trop de points à l'école.
par exemple, vous dites par exemple encore page 65, il nous laisse ça dans les mains. Encore, ça c'est une expression très familière, même pas courante, hein. C'est entre les mains normalement. Page 79, là je pense que c'est une coquille, c'est une phrase, vous dites j'aimais Alvin sincèrement et je ne manquais pas un instant de la lui prouver. C'est de le lui prouver. Donc, et puis il y a un problème également d'utilisation du temps. D'accord. Alors, généralement, dans le récit, c'est le passé simple qui est utilisé. Le problème que j'ai eu avec cette œuvre, c'est que dans le même paragraphe, ou même souvent dans la même phrase, on passe d'un temps à un autre. Ce qui fait que le texte n'est pas toujours facilement compréhensible. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la page 37. La prophétie, vous dites, j'ai toujours été près de mes parents pour faire ce qu'ils me donnaient comme activité à la maison. Donc là, on a le passé composé et l'imparfait. Mais encore, ça se comprend, il n'y a pas de souci. Nous restâmes en parfaite harmonie tout le temps que je passais en leur présence. Donc là, on passe au passé simple. J'aime mes parents malgré leur modeste rang social. Du coup, on est au présent. À la maison, nous nous entendions très bien. On retourne au passé simple. Donc, le texte, finalement, on a du mal à le situer dans le temps. Et c'est un peu dérangeant et il y a beaucoup de parties comme ça où il faudrait faire plus attention pour la prochaine œuvre à l'utilisation du temps que vous faites en fait, parce que quelquefois ça peut s'avérer dérangeant. Mais en tout cas, déjà je vous félicite, c'est votre première œuvre. Oui. C'est pas toujours aisé. Bien évidemment, il y a des critiques, mais il y aura des encouragements également, parce que moi j'encourage toujours les jeunes qui s'adonnent à l'écriture. Et avec l'exercice, je pense que ce sera de mieux en mieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes déjà au terme de notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 20 h sur RTI 2. Mais vous le savez, le mot de fin revient toujours à notre invité. Je dis merci à toute l'équipe de production de l'émission Entre les lignes d'avoir permis à nous autres de parler du livre, rien que le livre, ce bel outil du savoir, pour partager notre expérience et puis le savoir à l'audimat, au grand public. Donc, le mot de fin que je pourrais dire aux téléspectateurs de l'émission Entre les lignes, c'est de bouquiner, de faire du livre leur ami, parce que le livre, c'est la vie.